c'est une personne qui s'appelle Batsheva de Rothschild. Elle s'engage dans les forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une héroïne aussi militaire, mais elle est passionnée de danse. Et elle a un rêve, c'est de créer en fait une troupe de danse, mais professionnelle. Et c'est elle qui va créer la troupe de danse Batsheva, qui est quand même mondialement connue aujourd'hui. Mickaël Gamrasny, je crois qu'il est en ligne et il va vous proposer le 6 octobre une conférence qui va s'intituler « Les rêveurs sionistes de Tel Aviv ». Alors, de quoi s'agit-il ? Restez avec nous. Il est en ligne, il va nous en dire plus. Mickaël Gamrasny, si j'écorche votre nom, ça ne va pas aller. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, comment ça va ? Ça va très bien, ravi de vous accueillir sur l'antenne parce que c'est vrai que c'est un sujet, on va dire, qui n'a pas été toujours abordé. Je crois que c'est une conférence assez nouvelle et vous allez donc nous parler de ce Tel Aviv porté par des rêveurs au départ puisqu'ils n'habitaient pas ici, ils étaient loin, ils étaient en général en Europe. Alors de qui allez-vous nous parler comme personnage mythique ? Alors, d'abord, merci de me recevoir à bord du plateau de Kalita, de la radio Kalita. Ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que Tel Aviv, c'est pas toujours une évidence pour les gens. Aujourd'hui, ça l'est peut-être, mais ça l'a pas été toujours. Je me souviens de Tel Aviv dans les années 80-90. Qui allait visiter Tel Aviv ? Qui allait dormir à Tel Aviv ? Passer une nuit dans un hôtel ? C'était une ville qui n'était pas spécialement sur la route du tourisme. Je dois dire qu'un des premiers qui a commencé à créer des parcours, et je dois vraiment souligner son nom aujourd'hui, c'est un ami, c'est un de mes maîtres, c'est un certain Motti Ligvorny qui a sûrement été invité sur ce plateau à plusieurs reprises. Qu'on a eu la chance d'accueillir, évidemment, qui nous avait fait une comparaison entre Odessa et Tel Aviv. Voilà, et vraiment lui c'est, je pense, un des premiers, je dirais pas le premier pour pas comme ça lui faire trop, mais je dirais un des premiers qui a vu le potentiel à Tel Aviv, qui a guidé à Tel Aviv sur des thématiques. Et donc Tel Aviv, comme ville, a une importance vraiment primordiale dans ce que je dirais l'éthos sioniste. C'est vrai qu'on parle de Tel Aviv, quand on parle de Tel Aviv, on dira toujours la ville qui dort jamais. La ville blanche par rapport au style d'architecture du Bauhaus, mais c'est avant tout la première ville hébraïque. Et tout ce qui est hébraïsant, et en particulier évidemment la langue hébraïque, parce que s'il y a vraiment une ville qui a été le porte-drapeau pour que l'hébreu soit une langue vivante, parlée, culturelle, c'est Tel Aviv plus qu'un autre endroit, plus que Jérusalem pour plein de raisons, et ça évidemment j'en parlerai aussi dans ma conférence. Alors, par rapport à votre question, Cathy, les personnages, il y en a beaucoup. L'idée, c'est vraiment des gens qui viennent avec un rêve ou qui vont développer ce rêve en arrivant ici. Certains arrivent déjà avec cette idée, effectivement, d'Europe. Et je vais vous donner quelques exemples qu'on va évoquer durant la conférence. Alors, un des plus connus, c'est celui qui a créé Tel Aviv. C'est un certain Akiva Arye-Weiss. Alors, ce qui est assez comique avec Akiva Arye-Weiss, il débarque en 1906 à Jaffa, comme tout le monde, on arrive d'abord à Jaffa. Il y a déjà des extensions de Jaffa qui existent, par exemple Neve Tzedek, Neve Shalom, Kerem Atemanim, mais ce sont des extensions de Jaffa. Lui, il arrive, le jour où il arrive, il débarque. Le soir même, avec des copains, ils se réunissent à Jaffa et il dit non mais nous, ce qu'il y a ici, Jaffa, la vieille ville, Neve Tzedek, c'est bien ce que vous avez fait, tout ça, mais nous, on veut faire autre chose. Nous, on veut créer une ville moderne. Nous, on veut créer quelque chose avec des grandes avenues, avec des maisons, avec des beaux jardins, etc. Il a l'idée déjà de créer Tel Aviv alors que c'est des dunes de sable. Il va, durant cette fameuse réunion donc, qui a lieu en 1906, le jour de son arrivée, il va dire une phrase qui s'est avérée quasi prophétique. Donc c'est ça son rêve. Créer une ville moderne, hébraïque, où les Juifs vont vivre. Il va dire la phrase qui est absolument incroyable avec le recul, on va faire de Tel Aviv la porte d'entrée du pays comme les New York pour les États-Unis. Donc ça c'est par exemple Akiva Arye-Weiss et c'est celui qui est sur la fameuse photo quelques années plus tard du tirage au sort des 66 premières familles de Tel Aviv qui vont se partager comme ça ces quelques rues qui sont aujourd'hui la rue Rothschild, la rue Echad Ha'am, etc., les 5-6 premières rues de Tel Aviv. Donc voilà, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres dans cette conférence.
Alors c'est ça, je crois qu'il y a des personnages centraux qui ont été à l'origine des grandes institutions du pays. Je pense notamment à Huberman qui a créé le Philharmonique de Tel Aviv, alors qu'il était bien loin de tout ça. C'était un rêve, c'est né comme un rêve dans son esprit. Vous allez en parler, j'imagine. Oui, alors Bronislaw Huberman, c'est une histoire qui est peut-être moins connue et qui est absolument extraordinaire. Juste pour rappeler qui est cet homme, d'abord c'est un virtuose du violon, mais depuis son plus jeune âge. Alors, juste pour donner une indication, c'est l'enfant prodige de Częstochowa, c'est en Pologne. À l'âge de 9 ans, il est capable, alors qu'aucune personne au monde quasiment n'est capable de le faire, il va jouer une des œuvres de Johann, non c'est pas Strauss, c'est l'autre, ça m'échappe, ça va me revenir. Mais en tout cas, il joue des œuvres absolument incroyables et devant ses compositeurs eux-mêmes. Donc c'est vraiment un musicien hors pair, mondialement connu. Et on est dans les années 30. C'est déjà la montée du nazisme. Et cet homme-là, c'est-à-dire il remplit les salles dans le monde entier et c'est pas spécialement un activiste sioniste, mais il voit ce qui se passe, il voit les musiciens juifs qui sont expulsé de tous les orchestres d'Europe. On est déjà en 1935-1936 et il va décider de faire venir ces musiciens et de créer à Tel Aviv ce qu'on appelle aujourd'hui le Philharmonique. Mais il va leur sauver la vie à plus de 800 musiciens juifs qui, à coup sûr, s'ils n'étaient pas venus à Tel Aviv dans ce Philharmonique, vivre en Eretz Israël, dans lequel d'ailleurs pour l'inauguration, il va faire venir le plus grand chef d'orchestre de l'époque qui s'appelle Toscanini, qui vient gratuitement. C'est un homme qui est tellement connu qu'on ne peut pas lui refuser ça, à Bronislaw Huberman, et il crée le Philharmonique. Lui, son rêve, c'est de créer ce Philharmonique, mais au passage, il va sauver près de 1000 musiciens juifs pendant des grilles de neige. C'est une histoire méconnue. Voilà une histoire, par exemple, que je raconte. C'est vraiment une histoire de rêve, quoi, en fait. Il a eu un rêve, il a voulu faire un orchestre fait de tous ces musiciens juifs et en Israël, enfin, en Palestine à l'époque, et il y est arrivé, et c'est aujourd'hui l'ancêtre, c'est l'orchestre de Palestine, et c'est l'ancêtre, bien sûr, du Philharmonique aujourd'hui d'Israël, et c'est une histoire magnifique. Il y en a d'autres, c'est ça qui est extraordinaire. Il y en a beaucoup, et ce qu'il y a de commun à tous ces gens-là, c'est vraiment qu'ils ont un rêve, et dans des domaines différents. Alors aujourd'hui, pour nous, on va dans ces endroits-là de temps en temps. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, on a dans le centre culturel de Suzanne Dalal, on a plusieurs institutions, des théâtres, des troupes de danse. Une de ces troupes de danse s'appelle la troupe Batsheva. Mais qui est cette Batsheva ? De nouveau, c'est une personne qui s'appelle Batsheva de Rothschild. Donc, si j'ai déjà dit Rothschild, je comprends que c'est une femme qui appartient à la famille Rothschild, qui a une vie, je veux dire, très aisée, évidemment, qui peut très bien rester tranquillement à siroter du chocolat chaud devant la cheminée. Voilà. Exactement. Et mais alors, c'est une femme d'une trempe incroyable. Je vous donne un exemple, elle s'engage dans les forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin bref, c'est une héroïne aussi militaire, mais elle est passionnée de danse. Et elle a un rêve, c'est de créer en fait une troupe de danse, mais professionnelle, et c'est elle qui va créer la troupe de danse Batsheva, qui est quand même mondialement connue aujourd'hui, et qui a ses quartiers donc à Neve Tzedek, au centre Suzanne Dalal. Donc voilà un autre personnage, une femme qui va avec son rêve créer une institution aujourd'hui à Tel Aviv. Parce qu'il ne faut pas oublier que Tel Aviv, c'est quand même l'endroit où d'un point de vue culturel, je ne dis pas qu'il n'y a pas ça ailleurs, il y a des institutions partout à Jérusalem, à Haïfa et dans d'autres endroits, mais on va dire que le centre névralgique de la culture israélite, hébraïque, ça passe aussi par ces choses-là. On a parlé de la musique, on parle de la danse, on pourrait parler de plein de choses, du théâtre Abima, qui va monter avec toute sa troupe à Tel Aviv dans les années 20, et on pourrait continuer comme ça avec beaucoup d'exemples. Alors on comprend bien sûr, on ne va pas dévoiler tout le contenu de la conférence, mais on comprend que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que ce sera quelque chose d'assez original, parce que c'est vrai que regarder l'histoire de Tel Aviv par le prisme de ces personnages qui l'ont rêvé et qui l'ont fait, c'est mieux que le slogan de Sony, parce que là c'est quelque chose qui nous touche. Eh bien il va falloir assister à votre conférence. Alors ça aura lieu le 6 octobre, à quelle heure, Michael ?
Alors, c'est le mardi 6 octobre à 11h du matin. Ok. Voilà, on se connecte par Zoom, c'est ça? C'est ça, on se connecte par Zoom. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Oui, il faut s'inscrire au préalable. D'accord. Entrer sur le site. Et, on mettra le lien, bien sûr, sous la vidéo, comme toujours. Donc, vraiment profiter de ces instants. C'est vrai, on est en confinement, mais c'est un moyen aussi de se cultiver. On a du temps, on a des services voilà, qui sont à notre disposition. Évidemment, c'est gratuit, j'imagine, Michael. Oui, c'est avec un PowerPoint, il y aura des images, comme ça, illustrer un petit peu, qu'on ait les visages des personnages, quelques photos de Tel Aviv, qu'on ait l'impression d'être dans les rues, puisque d'habitude, on fait ce genre de siourim, non pas virtuellement, mais dans les rues de Tel Aviv. Ouais, mais là, c'est malheureusement pas possible. Tel Aviv. Voilà, ouais. Donc on ne peut pas découvrir Tel Aviv par ses pieds, mais on va le découvrir comme les rêveurs avec sa tête. Voilà. En tout cas, merci. Je peux rajouter quelque chose, bien sûr, Michael, bien sûr. J'ai 2 minutes. Mais bien sûr. Ouais, alors il y a pas que des juifs qui ont rêvé, qui ont été sionistes, on va dire. Il y a 2 personnages dans ma conférence que je vais évoquer. Un qu'on connaît tous, je pense, qui s'appelle Mark Twain, qui va débarquer, qui va faire une description d'Eretz Israël et qui est un vrai ami du peuple juif et qui arrive pas ici en tant qu'aventurier, on pourrait peut-être le deviner à travers ses écrits, qu'on peut pas vraiment se balader comme ça au fin 19e siècle tranquille. Il vient avec des touristes, il vient comme ça couvrir un petit peu le parcours, on va dire, des pèlerins chrétiens, mais évidemment il va écrire des livres par rapport à ça. Mark Twain, il va se présenter quand il va rencontrer par exemple Shalom Aleichem aux États-Unis, le fameux Shalom Aleichem. Il va dire je suis le Shalom Aleichem américain. Donc il a un vrai amour du peuple juif, etc. Et donc c'est un personnage que je vais évoquer, et un autre que j'aimerais ici un peu citer. C'est un journaliste extraordinaire qui n'est pas juif, qui s'appelle Albert Londres, et qui en 1929 va faire le tour des communautés juives en Europe. Mais il finit son tour de l'Europe avec un beau crochet avec ce qui s'appelle encore à l'époque la Palestine. On est en 1929. Il décrit entre autres Tel Aviv. Et j'aimerais comme ça vous lire quelques mots, j'en reparlerai dans la conférence. Tel Aviv à travers l'écriture extraordinaire d'Albert Londres en 1929. Tel Aviv, la seule ville au monde comptant 100% de juifs. Il faut être à pied pour jouir de ces étonnements. Une révolution passée sous mes yeux. Où sont mes caftans, mes barbes, mes papillotes? Voilà mes juifs, tête nue, rasée, le col ouvert, la poitrine à l'air et le pas sonore. Ils n'ongent plus les murs, ma parole. Ils marchent d'un pas militaire, beau milieu du trottoir, sans plus s'occuper de céder la place aux Polonais, aux Russes ou aux Roumains. Miracle. Les épines dorsales se sont redressées. Tous les dos ont rejeté l'invisible fardeau de la race. Je ne leur produis plus aucun effet. Nul œil ne m'examine en coulisses. Maintenant, c'est moi qui m'arrête, interrogateur. Eux vont le regard fier et froid. De temps en temps apparaît un être extraordinaire, un cafetan, une barbe, des boucles. Les autres, en le croisant, haussement, discrètement les épaules. Quel est ce fantôme? Je vais finir avec juste quelques phrases. Les juives, elles ont... Ouais, si j'ai encore 30 secondes. Elles ont jeté leurs perruques aux ordures, coupé leurs cheveux, c'est une métamorphose. Il finit avec une description de quelques rues, avenue Herzl, boulevard Rothschild, rue Max Nordau. La synagogue, monument central que l'on achève, semble tout dire. C'est le drapeau flottant sur le camp. Cette synagogue, c'est la grande synagogue sur la rue Allenby. Ça continue, mais je crois que ça nous donne une idée. Magnifique. De Tel Aviv dans ces années-là. Bon, voilà, vous nous avez vraiment donné envie de vous écouter, évidemment. Ce sera le 6 octobre à 11h. Inscrivez-vous sous le lien, cliquez et soyez nombreux parce que ce n'est pas tous les jours que vous allez avoir la chance d'écouter cette histoire de Tel Aviv, vue par Michael Gamrasny. Merci beaucoup d'avoir participé et à très bientôt. À très bientôt, Chag Sameach. Chag Sameach.